Il y a quelqu'un qui me parle là, ça va? Allez-y, Janine. Très bien, parce qu'il y a des échos, donc ça m'a un peu surpris. J'entends ma propre voix, mais de votre côté, il n'y a pas de problème? De notre côté, tout va bien. D'accord. Bien, c'est mieux là, il n'y a plus d'écho, merci beaucoup. Il y a toute une gamme de réactions. Il y a des gens qui ont malheureusement tout perdu ou qui ne peuvent plus retourner dans leur maison parce qu'elles se trouvent dans la zone contaminée et qui est interdite. On ne peut pas y habiter. Moi, peut-être vous expliquerai un petit peu après. Donc ces gens-là, il est évident qu'ils sont totalement perturbés dans leur vie, dans leur quotidien. Ensuite, il y a des gens qui sont dans le nord du Japon et qui donc sont un petit peu contaminés ou savent que les régions sont encore un peu contaminées, mais on leur dit qu'on peut y vivre quand même. Donc ceux-là, ils essayent de se débrouiller, de patrouiller pensée, je dirais, pour certains. Ceux qui, dès le début, ont pensé qu'on ne leur disait pas la vérité et que la situation était plus dangereuse que ce que le gouvernement prétendait, ces gens-là sont partis dans d'autres régions du Japon et essayent de refaire leur vie. Sinon, il y a le reste du Japon, là où les gens n'ont pas souffert, disons, directement dans leur chair de ce qui s'est passé dans le nord du Japon. Alors là, c'est paradoxal, il y a des gens qui sont dans le déni, vraiment qui sont dans le déni, qui ne veulent pas savoir, qui veulent passer à autre chose. Tous les cas de figure possibles et imaginables. Voilà. Je peux vous expliquer un peu plus après parce qu'on a vos questions si vous voulez que je précise. Hein. Est-ce que c'est exact qu'on peut parler d'une désinformation sur ce qui se passe de la part du gouvernement japonais ou de ces élucubrations? Il y a vraiment comment se passe l'information à la population? Oui, alors oui, je pense qu'il y a véritablement une désinformation organisée, surtout avec le nouveau gouvernement qui est en place depuis décembre. Depuis la mi-décembre, il y a un nouveau Premier ministre. Et ce Premier ministre, malheureusement, ne suit pas du tout les traces du Premier ministre précédent, qui lui était devenu progressivement radicalement antinucléaire au vu de ce qui se passait. Il avait réalisé que le pays ne s'en sortirait pas s'il continuait le nucléaire. Et malheureusement, ça c'était le Premier ministre Kan, et malheureusement avec le nouveau Premier ministre, M. Abe, alors là c'est une toute autre direction que le pays risque de prendre, et ce nouveau gouvernement essaye justement de cacher au maximum, de faire croire que tout va bien, de faire croire que, après tout, on peut bien vivre, même s'il y a 10 fois plus de radioactivité que la norme reconnue internationalement pour les civils, qui est de 1 millisievert par an. Hein, voilà, c'est pas nous qui l'avons inventé, ce sont les instances nucléaires elles-mêmes qui ont précisé que 1 millisievert par an, c'était une dose à ne pas dépasser en radioactivité ambiante. Et voilà, donc le gouvernement actuel voudrait faire croire aux gens que, bon, après tout, on peut vivre avec 20 millisieverts par an, même quand on est un enfant, même quand on est un bébé. Alors à l'origine, il y avait 54 réacteurs nucléaires. Comme vous le savez, à Fukushima, il y en a 4 qui reprendront jamais de service parce qu'il y en a 3 qui ont explosé, le 4e qui est dans un bâtiment complètement éclaté, donc il y en a 4 qui sont totalement et définitivement accidentés dans un état épouvantable. Il en reste donc 50. 50 sur lesquels actuellement il n'y en a que 2 qui marchent. Donc le Japon actuellement fonctionne avec 2 réacteurs. Je vous ai dit, on avait 54 en France, on en a 58. C'est ça? 58, hein? Non? Enfin, à peu près la même chose que le Japon. Imaginez la France du jour au lendemain fonctionner avec 2 réacteurs nucléaires. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'au Japon, on fonctionne, on vit normalement, et le grand public, on vit normalement avec simplement 2 réacteurs. Et encore, l'année dernière, entre mai et juillet 2012, donc, on a eu 0 réacteur pendant près de 3 mois. Et alors, comment ça se passe? Excusez-moi, comment ça se passe? Quelles sont les conséquences? Puisque si on peut se passer du jour au lendemain de 50 réacteurs nucléaires,
ce qui prouve que l'énergie nucléaire n'est pas indispensable à tous les jours, ou alors il y avait des conséquences sur la vie quotidienne qu'on ne perçoit pas très bien ici. Par exemple, les ascenseurs dans les immeubles de grande hauteur fonctionnaient-ils, etc. Quelles ont été les conséquences très concrètes pour la vie quotidienne des Japonais de cet arrêt radical et spontané du nucléaire? Alors, l'année dernière, juste après l'accident, quand le pays a été pris par surprise pendant à peu près 3 à 4 mois, il y avait dans les régions les plus touchées, c'est-à-dire en fait le nord du Japon jusqu'à Tokyo, il y avait des moments où l'électricité s'arrêtait, où on demandait aux gens de faire très attention dans l'utilisation de l'air conditionné, etc. En été, il fait très chaud au Japon, donc presque tout le monde utilise l'air conditionné. Et ça m'a duré que 3-4 mois. Pour la bonne raison que ensuite, les centrales thermiques qui existaient, qui sont nombreuses au Japon, ont repris des services, ont produit plus. Des centrales qui avaient été arrêtées, des centrales thermiques qui avaient été arrêtées, ont été remises en service. Et puis il y a aussi un autre problème très particulier au Japon, c'est que la moitié nord-est du Japon et la moitié sud-ouest n'avaient pas les mêmes hertz, c'est-à-dire au nord-ouest c'était 50 hertz et au sud-ouest c'était 60 hertz. Donc la moitié du pays ne pouvait pas utiliser l'électricité produite dans l'autre moitié. Et c'est une des raisons pour lesquelles, après l'accident, à Tokyo, on n'a pas pu être alimenté par exemple par l'électricité venant d'Osaka ou d'ailleurs, parce qu'au niveau du cycle RTE, ça ne correspondait pas. Ça, maintenant, ça a été résolu. Ils ont construit des sortes de transformateurs de très grande capacité qui permettent à l'électricité d'aller d'une région à l'autre. Voilà. Bon, historiquement, c'était une partie avait été construite par les Allemands, une autre partie par les Américains. C'est pour ça que c'était pas la même puissance. Alors, bon, ça a été juste après l'accident pendant quelques mois. Actuellement, donc, nous fonctionnons avec deux réacteurs nucléaires. Franchement, dans la vie quotidienne, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire, par exemple, ce que vous disiez à l'instant, les ascenseurs qui ne fonctionnent pas. Non, ça, j'ai jamais vu ça. Enfin, depuis l'accident, il n'y a plus eu ça en fait. Par contre, là où on fait attention au Japon, c'est l'éclairage qui est vraiment excessif, notamment sur les lieux publics, les administrations, dans les mairies, les hôpitaux, les écoles, les universités, par exemple dans les couloirs, ils ont supprimé à peu près la moitié des néons. Dans les stations de train, de métro aussi, ce qui est aussi bien parce que c'était un éclairage qui était extrêmement fort, extrêmement puissant, donc c'est aussi bien. Par ailleurs, ils ont remplacé beaucoup de lampes par des LED, par des LED. LED, est-ce que c'est LED on dit en français? Des fois, je ne sais pas bien comment on dit. Oui, ou des LED. Oui. Très bien. Donc, on remplace peu à peu les ampoules traditionnelles par des LED. Pour le système de chauffage et de climatisation, donc c'est l'air conditionné ici à peu près partout, sont les mêmes appareils qu'on utilise l'hiver et l'été. En été, on demande aux gens de ne pas descendre en dessous de 27 degrés. D'accord, en été. Et en hiver, on demande aux gens de ne pas monter au-dessus de 22 degrés. Par exemple, moi je vois à l'université où je travaille, et c'est carrément la commande a été encastrée. Dans une sorte de petit bloc métallique, si bien qu'on ne peut pas bouger la molette, on est obligé de rester à ces températures-là. Et ça a permis de baisser considérablement l'utilisation d'électricité. Mais bon, c'est vrai que Japon, le nucléaire, l'électricité d'origine nucléaire représentait au maximum 30%, entre 25 et 30%. Déjà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça a été peut-être plus facile à faire qu'on aurait imaginé. D'accord. Contre 90% en France, je me trouve vers Benjamin Jassul, qui est parmi nous. 75%. Oui. D'accord. Alors, comme je vous ai dit, on est dans le noir, donc vous voyez, on se vient d'y voir. Pas seulement pour économiser l'énergie, mais ce que vous nous dites, c'est que
parmi les scénarios de sortie du nucléaire, il y en a plusieurs. Enfin, il y a surtout celui de Négawatt qui dit qu'avec des appareils plus sobres, donc notamment les ampoules LED, et avec une plus grande sobriété énergétique, c'est-à-dire en cessant de gaspiller l'énergie par des éclairages trop importants comme nous le faisons souvent, eh bien, nous aurions déjà en France une voie de sortie du nucléaire. Est-ce que vous le confirmez? Et est-ce que vous, de votre point de vue, la France pourrait tirer les enseignements de ce qui se passe au Japon sans passer par la case catastrophe, avec toutes les conséquences humaines terribles que ça a? Et est-ce qu'un scénario de sortie du nucléaire en France vous paraît réaliste et à quelles conditions? D'abord, je voudrais dire qu'après ce qu'on a vécu ici, que moi j'ai vécu en direct, parce que au Japon, au moment de la catastrophe, et j'y suis restée après, je dois dire que moi, avant, je ne réfléchis pas tellement à cette question-là. Mais je dois que maintenant, pour moi, ce qui est clair et évident, c'est qu'il faut arrêter le nucléaire. On ne peut pas continuer comme ça. Et si on a la chance d'arrêter avant la catastrophe, avant l'accident, faisons un maximum pour arrêter avant l'accident. C'est une chose que je voulais dire, parce que quand on est plongé comme moi dans cet univers, ça transforme notre vie, on a envie de faire passer ce message. Alors, d'autre part, oui, bien sûr, je vois bien la base de comment ça se passe au Japon, en faisant des économies d'énergie au quotidien, avec des gestes parfois tout bêtes et tout simples, du genre ne pas laisser les chargeurs branchés, les chargeurs du téléphone, d'ordinateur, etc., ne pas les laisser brancher, éteindre l'électricité autour de soi, ne garder la lumière que dans une pièce, par exemple, avec des choses comme ça, se chauffer moins si on a le... Enfin, c'est vrai qu'en France, c'est tout. Là, pas partout, tout électrique, mais en France, on utilise beaucoup le chauffage électrique. Au Japon, on utilise aussi des appareils électriques avec l'air conditionné, mais on ne se chauffe pas la nuit. On ne se chauffe pas la nuit. Ce qui est déjà une grosse différence avec la France. Hein. En France, on se chauffe 24 quasiment. Et donc, en faisant vraiment très attention au quotidien, sur tout, on arrive à diminuer sa consommation presque de moitié. Donc, je connais des gens qui avaient la circulation dans le champ d'avoir je peux pas les amener. Des Japonais qui font maintenant extrêmement attention, qui ont diminué leur consommation de moitié. Donc ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important, c'est fondamental. Fondamental, ouais. Et puis, ne pas laisser les magasins, les bureaux allumés la nuit, ça c'est une hérésie. Remplacer l'éclairage de rue par des LED, des choses comme ça très rapidement, je pense que déjà ça fait une différence énorme. Et puis se dépêcher de développer d'autres formes d'énergie. On a le choix parmi les énergies renouvelables, on a quand même beaucoup avancé ces derniers temps, et le Japon avance très vite aussi en ce moment. Ils sont passés à un moment donné en autocar. Alors, vous avez une combinaison de protection avec des masques avec 3 filtres, etc., qui serrent la tête, qui font très mal. Bon, ils étaient protégés quand même, heureusement pour eux. Et ils sont passés en autocar à côté du bâtiment du réacteur numéro 3, donc à l'extérieur sur la route. À ce moment-là, ils ont mesuré 1600 microsieverts. Pour vous donner une idée, à Tokyo, moi maintenant chez moi par exemple, j'ai 0,08 microsieverts par heure. Si vous voulez avoir 1 millisievert par an, ce qui est la norme, ça représente 0,1 microsieverts par heure. Ça c'est la norme. Avec ça, vous arrivez à 1 millisievert par an. C'est une dose qui ne pose pas de problème, selon les connaissances actuelles. Là-bas, il s'agissait de 1600 microsieverts par heure. Ce qui veut dire, on a fait le calcul, ça représente à peu près 15 sieverts par an. C'est une dose qui va dessus, en fait. Les personnes qui resteraient là-bas en permanence mourraient très rapidement. Je vous dis à l'extérieur du bâtiment, moi je ne peux même pas d'entrer dans le bâtiment du réacteur. Donc on ne sait pas, on ne sait absolument pas ce qui se passe dans les cuves où se trouve le cœur du réacteur qui a fondu, qui est passé au travers, on ne sait rien. Alors ils versent de l'eau sans arrêt dessus, ils refroidissent, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et ils essayent de préparer des robots qui soient capables d'entrer, d'aller prendre des mesures, des photos, etc. Jusqu'à maintenant, on nous parle énormément de robots, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait que des prototypes finalement. Et les entreprises japonaises
japonaises ne sont pas très chaudes pour fabriquer des robots en grande quantité, pour vraiment consacrer beaucoup d'argent à la recherche, parce que ça risque de ne servir que pour Fukushima, donc c'est vraiment rentable pour les entreprises. Et là, il y a vraiment un conflit d'intérêts, et ça fait doublement tard. Voilà. Donc pour vous répondre, la question n'est absolument pas résolue, et personne ne sait ce qui se passe, et personne ne sait comment ça va venir ou quand. Voilà. Merci pour cette réponse qui ne nous rassure pas. Mais je vais prendre une autre question, je suis obligé de les relayer, oui. Sur l'agriculture, c'est-à-dire quelles sont les conséquences pour les productions agricoles aux environs de Fukushima, voire au-delà? Et la mer, oui, puisque vous nous dites d'ailleurs que le réacteur est continuellement refroidi avec de l'eau, j'imagine que c'est de l'eau de mer qui ensuite est rejetée à la mer. Quelles sont les conséquences de cela? Alors, les réacteurs sont refroidis avec de l'eau douce en fait, hein, parce que oui, parce que en fait l'eau de mer elle a été utilisée, elle abîme les machines et ça peut être encore pire, on ne connaît pas exactement l'action en fait sur le long terme. Donc ils utilisent de l'eau douce. Alors le problème justement c'est que cette eau elle est versée par des systèmes de canalisation très complexes qui arrivent jusqu'au bâtiment des réacteurs, et cette eau elle tombe dans les sous-sols. Et cette eau dans les sous-sols ensuite il faut qu'elle soit pompée, il faut qu'elle soit filtrée et qu'elle soit stockée. Donc il y a à peu près 600 tonnes d'eau contaminée par jour qui sont produites là-bas, sur le site de la centrale. Il y avait justement un article à ce sujet il y a 3 jours dans le journal au Japon, 600 tonnes par jour. Alors, cette eau, elle est donc repompée à partir du sous-sol, elle est traitée avec deux machines, deux systèmes. Il y a une machine qui enlève une partie du césium, mais ne peut pas enlever autre chose que du césium. Donc après, cette eau est acheminée vers un autre système de filtrage qui supprime d'autres radionucléides, mais qui ne peut pas supprimer le tritium. Donc on a une eau qui de toute façon reste fortement contaminée, tout n'est pas enlevé, qu'il faut ensuite stocker, parce qu'on ne peut pas acheter à la mer, elle est encore trop polluée pour être rejetée à la mer. Donc elle est stockée dans d'immenses réservoirs, des conteneurs, et maintenant il y a saturation de réservoirs sur le site de Fukushima. Ils ne savent plus quoi en faire. Donc le grand patron de la centrale vient de déclarer: je ne peux plus garder ces réservoirs d'eau contaminée sur le site, parce que ça va continuer encore pendant on ne sait combien d'années. Peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne sait pas. Il faut au fur et à mesure, et il faudrait se débarrasser de cette eau. Or le seul moyen de se débarrasser de cette eau, pour eux, il n'y aura pas d'autre solution que de la rejeter à la mer. Or personne ne veut qu'elle soit rejetée à la mer, surtout pas la population. Donc en ce moment, il y a des discussions terribles, c'est extrêmement conflictuel parce qu'à la centrale, ils réalisent bien que les gens ne veulent pas, et ils réalisent bien que ce n'est pas non plus une solution idéale, mais en même temps, ils ne veulent pas d'autre solution. Donc là, on est appuyé dans un mur et voilà. Sinon, vous parliez de la pêche et de l'agriculture. Oui. Il devrait la réutiliser. Il devrait la réutiliser plusieurs fois, une fois qu'elle est refroidie. Oui, effectivement, c'est une solution qui a été proposée. Ils ont aussi réutilisé à un certain moment, mais ils essayent de le faire. Mais quoi qu'il en soit, au bout du compte, il y en a toujours trop sur le site. Toujours trop, et il faut rapidement le faire partir. Par exemple, je vais vous donner un détail très concret qui a, à mon avis, n'est pas parlé ailleurs. Je suis allée dans la zone interdite 3 fois déjà. Et à chaque fois, je rencontre des gens des Japonais avec qui je vais dans la zone interdite, parce qu'ils ont leur maison là-bas, et bon, je me suis liée d'amitié avec eux, donc quand ils y vont, ils me proposent d'aller avec eux. Et donc, j'y suis allée 3 fois déjà. Et comme ils connaissent très bien le fonctionnement de la centrale, et ça, ils ont toujours vécu là-bas, ils ont toujours travaillé pour la centrale d'ailleurs, jusqu'à récemment, jusqu'à l'accident. Ils me disent des choses que peut-être ils ne diraient pas à d'autres. Et ils m'ont dit il y a 1 an déjà, les conteneurs qui contiennent cette eau contaminée sont tellement nombreux qu'il faudrait ne serait-ce que les déplacer sur le site. Et la société TEPCO, l'électricien nucléaire, s'est
adressé à des compagnies locales, des sociétés locales de la province de Fukushima, en leur demandant de venir avec leurs appareils, leurs camions, etc., leurs grues, et de déplacer un petit peu plus loin les conteneurs pleins pour en apporter des vides. Aucune société n'a accepté de le faire, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Si jamais il y a un accident, vous imaginez ce conteneur contenant des milliers de tonnes d'eau, si jamais il bascule, s'il y a quelque chose, personne n'a accepté de le faire. Donc maintenant, TEPCO doit se débrouiller avec ses propres moyens. Et ça ralentit énormément le processus, d'autant plus qu'il manque d'ouvriers. La société TEPCO n'a pas assez d'ouvriers sur le site. Il y a à peu près 3000 personnes et ça ne suffit pas pour faire tout ce qu'il y a à faire. Mais beaucoup de gens qui viennent travailler sur la centrale ne veulent pas y rester. Et puis au bout d'un moment, ils ont une dose trop importante de radioactivité, ils sont trop exposés, donc ils doivent arrêter, ils doivent se reposer parce qu'ils éprouvent des troubles physiques extrêmement gênants, une très grosse fatigue, et puis bon, en plus c'est extrêmement dangereux, mais même ceux qui ne connaissent pas exactement la dangerosité, parce qu'il y en a qui ne savent pas exactement ce que c'est, ils se sentent mal, ils ont des troubles physiques, ils ont très grande fatigue, donc ils arrêtent, et puis parfois ils vont travailler dans d'autres sites de centrales d'ailleurs. Mais si vous voulez, il y a toujours une pénurie de main-d'œuvre et c'est encore un autre problème. Il y a tellement de problèmes qu'on se demande comment on va s'en sortir. J'ai l'impression que c'est assez tragique et dramatique. On va prendre ça l'est, vraiment. Oui, on le sent bien à travers vos propos qui illustrent bien ce qu'on peut parfois ressentir, mais vous notez des mots sur cette inquiétude assez clair. Je vais reprendre peut-être encore une question 2, peut-être. Non, alors oui, comment ça se passe pour l'alimentation? L'agriculture, l'alimentation, est-ce qu'il y a encore des champs dans les alentours de Fukushima? Est-ce qu'il y pousse quelque chose? Et puis est-ce que l'ensemble de l'alimentation qui est consommée au Japon est testée pour savoir si elle est contaminée? Comment ça se passe? Comment les gens s'organisent? Alors, le gouvernement a prescrit des normes plus raisonnables qu'avant sur la quantité de becquerels par kilo de nourriture. On calcule ça en becquerels. Et le gouvernement maintenant, depuis une année en fait, est passé à la norme de 100 becquerels par kilo. Donc on considère que jusqu'à 100 becquerels par kilo, on peut consommer les aliments. Cela dit, ça c'est pour les adultes. Et normalement, pour les enfants, dans la nature, c'est 0 becquerel. Enfin, à l'état naturel, c'est 0 becquerel dans la nourriture. Donc, la plupart des gens qui sont un petit peu au courant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire mesurer leur nourriture, ou ils achètent des appareils qui coûtent cher, qui sont extrêmement sophistiqués, assez compliqués, qui prennent du temps, mais qui mesurent le nombre de becquerels dans la nourriture. Moi, j'ai 2 amis français ici, mariés à des japonais, japonaises, qui ont acheté ces appareils parce qu'ils ont de très jeunes enfants et ils mesurent très régulièrement la nourriture, sur un à Tokyo et un dans le nord du Japon. Et ils font les mesures aussi pour les voisins, pour le quartier, etc. Alors, pour les enfants, il vaut mieux consommer des aliments contenant 0 becquerel. Donc on peut en trouver, hein. Bon, il y a des aliments qui viennent d'autres régions du Japon, qui sont pas du tout contaminés. Parfois on a de bonnes surprises, on trouve des champignons qui ne sont pas contaminés, alors que les champignons ont tendance à concentrer le césium et d'autres radionucléides. On trouve des champignons tout à fait consommables. Par contre, j'ai un de mes amis qui avait mesuré comme ça, un peu pour s'amuser, parce qu'il ne croyait pas qu'il y avait un problème, les glaces Häagen-Dazs. Vous savez, les glaces, il y en a aussi en France, un Häagen-Dazs, n'est-ce pas? Alors, il donnait souvent cette issue des glaces à la vanille Häagen-Dazs. Et c'est des bons. Je vais téléphoner à la société pour savoir d'où vient le lait. À la société lui a dit, ça vient de Hokkaido, l'île qui est tout à fait au nord du Japon, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de contamination. Quand même, par acquis de conscience, il a mesuré. Et il y avait trop de becquerel pour un enfant. Donc à sa grande surprise, eh bien voilà, c'est un aliment qu'il a dû interdire à sa fille. Donc ce qu'un adulte peut consommer, ça n'est pas non plus ce qu'un enfant peut consommer, donc il faut faire très attention. Il y a des parents maintenant qui préfèrent préparer le repas à la maison chaque jour pour les enfants. Les enfants l'emportent à l'école et ne vont pas à la cantine parce que les parents savent comme ça la quantité de becquerel que les enfants consomment. Donc il faut faire très attention à la provenance des aliments. Ce
qui vient du sud, de l'ouest, en général ça va. Ce qui vient du nord, il faut s'en méfier parce que les normes ne sont pas toujours respectées. Parfois il y a des mensonges, il y a des trafics. Parfois pour vendre les produits, on prétend que c'est une autre origine alors que ça vient d'une région où il y a des risques. Pour le poisson, c'est la même chose. Il y a des poissons, les pêcheurs, ce qu'ils font, ils vont pêcher au large de Fukushima où le poisson est extrêmement contaminé et ils vont le vendre au sud du Japon. En faisant croire qu'ils l'ont pêché là au large. Voilà, ils s'en sortent comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des pêcheurs qui préfèrent ne plus travailler, ce qui est aussi terrible, c'est encore un autre problème, mais il y a des pêcheurs qui trichent comme ça. Donc on n'a plus confiance, on ne sait plus trop quoi faire. Alors d'un moment, ça va se méfier de tout. Le mieux peut-être, c'est si on est obligé de rester au Japon, qu'on ne peut pas non plus tout mesurer, c'est peut-être essayer de varier. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire, par exemple. Je varie ce que je mange. Je n'achète plus jamais de poisson, plus de coquillages, plus d'algues, puisqu'on consomme beaucoup d'algues au Japon. Ça, c'est terminé parce que ça risque d'être extrêmement pollué. Les champignons, certaines sortes de champignons, j'ai totalement supprimé parce que les champignons de la région de Fukushima sont extrêmement contaminés. Moi, j'ai vu un producteur de champignons mettre tous ces champignons dans des sacs énormes et il faut qu'il les jette parce que c'est extrêmement contaminé. Mais en même temps, c'est trop contaminé pour être brûlé. Parce que si vous brûlez un aliment, dans les cendres, il y a une concentration très importante de césium, par exemple. Donc, on ne peut pas les brûler. Alors, ils les entassent dans un hangar comme ça. En attendant qu'il y ait une solution, on ne sait pas laquelle. Voilà. Bien, ça illustre assez clairement ce que vous vivez, assez dramatiquement. Peut-être on va prendre une dernière question, puis on va vous libérer, on va aller vous laisser aller vous reposer. Parce qu'il y a un monsieur qui lève la main. Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. Aux 300 000 sans-abri, quelles sont les mesures déjà de l'État ou des localités locales Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont rejoint l'organisation déjà et comment ça D'accord. Donc un monsieur m'interroge sur les 300 000 personnes sans abri et il souhaite savoir si certaines personnes ont regagné leur domicile et où sont hébergées celles qui n'ont pas pu regagner leur domicile. Oui, d'accord. Alors, justement, je connais plusieurs familles dans ce cas-là. Alors, il y a environ, effectivement, 300 000 personnes qui ont évacué. Dans ce qui est aujourd'hui toujours la zone interdite, il y a à peu près 70 000 personnes, donc qui ne peuvent absolument plus envisager de retourner vivre là avant je ne sais combien de temps, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Alors, ces personnes-là, oui, je vous parle d'abord des personnes qui viennent de la zone interdite, parce que ces personnes-là, elles ont priorité pour avoir des logements de secours, un peu comme des cités d'urgence. Alors, dans le meilleur des cas, il y a eu des cités d'urgence qui ont été construites assez rapidement. Bon, pendant longtemps, les gens étaient dans des gymnases, dans des écoles, des APT, etc. Et puis, il y a eu des cités d'urgence qui ont été construites, parfois à tort et à travers, c'est-à-dire que parfois étaient construites avec des matériaux qui étaient radioactifs. Donc, c'est inimaginable. Enfin, bon. Et théoriquement, ces cités d'urgence devaient être utilisées jusqu'à début 2013. Il était prévu, il était plus ou moins planifié que les gens pourraient ensuite intégrer une vie normale ou retourner dans leur ville qui aurait été entre-temps décontaminée. Or, ce qui se passe, c'est que la décontamination prend beaucoup plus de temps que ce que les gens imaginaient. D'autre part, le gouvernement vient de comprendre que rien n'est prêt pour recevoir ces gens-là. Donc, ils ont prolongé d'1 an la vie en cité d'urgence à des conditions financières extrêmement favorables. En attendant d'autres solutions, il faut encore au moins 1 an. Parce que ce qui se passe, c'est que la construction ne suit pas le mouvement, en fait. Ça ne va pas assez vite. Alors ça, c'est pour les gens qui étaient dans la zone contaminée. Il y a quand même un groupe de gens qui habitent encore dans un lycée désaffecté. Ils étaient au départ 1500, maintenant ils sont 150 à peu près. Donc ça s'est quand même amélioré. Mais ils vivent dans un lycée désaffecté de la banlieue de Tokyo. Et ce sont des gens qui sont originaires de la ville de Futaba. C'est un endroit où moi je vais très souvent, donc peut-être vous savez que fin mars, entre le 25 et le 30 mars, je vais exposer les photos dans la mairie du 2e arrondissement, justement dans votre mairie. Je vais exposer les photos que j'ai prises dans la zone interdite à Futaba précisément.
précisément. Donc là, on se rend compte de ce qu'est maintenant cette ville interdite. Voilà. Donc ces gens-là, beaucoup sont réfugiés dans un lycée désaffecté. Il y en a beaucoup qui ont réussi à trouver un travail, à trouver un logement qui n'a aucun rapport avec les belles maisons qu'ils possédaient autrefois. Hein. C'est vraiment des logements de très très basse qualité, mais en fait qui ont réussi à recommencer une vie, dirons-nous. Il y en a quand même beaucoup, mais dans une autre région, dans la région de Tokyo par exemple. Hein. Et puis, en dehors de ces gens-là, il y a ce qu'on appelle des évacués volontaires. Donc ce sont des gens qui ne disposent pas d'aide, d'aucune aide financière. Parce que ce sont eux qui ont décidé que la situation était trop dangereuse et qu'ils ne voulaient pas faire risquer à leurs enfants une maladie grave à l'avenir ou une contamination par les radionucléides. Donc ils ont préféré partir. Et ça c'est terrible. Parce que ça crée des crises insurmontables au sein des familles, au sein des couples. Imaginez un père qui a son travail, par exemple dans la ville de Fukushima, qui n'a pas été évacué, qui reste là-bas pour son travail. La maman ne veut pas rester parce qu'il y a trop de radioactivité encore à Fukushima, mais la ville n'est pas évacuée. Donc la maman part avec les enfants à l'autre bout du Japon, par exemple. Elle essaie de refaire une vie là-bas, mais elle a besoin du salaire du père pour survivre. Ça crée des situations absolument intolérables, parce que les évacués volontaires ne sont pas aidés. À un moment donné, ils ont reçu l'équivalent de 500 € par famille, et c'est tout en une seule fois. En faisant une demande extrêmement compliquée, etc. Alors ceux qui ont fait la demande, moi je connais une dame dans ce cas-là, elle a eu 500 € en une seule fois, 50 000 yens à peu près, en une seule fois, et c'est tout. Après, il faut qu'elle se débrouille pour tout, dans une autre région du pays où elle ne connaît personne, où il n'y a pas de travail, parce qu'il y a aussi en ce moment la crise au Japon, hein, on ne trouve pas du travail facilement, où la scolarité est payante, enfin je veux dire, c'est des situations extrêmement précaires et très douloureuses. D'ailleurs, il y a une expression qui s'appelle le divorce nucléaire maintenant au Japon. Le divorce nucléaire, c'est-à-dire le divorce provoqué par la crise nucléaire, par l'accident, où les couples éclatent, les familles se séparent. Voilà. Bien, merci Jannick pour ce témoignage très éclairant. Je pense qu'on peut vous applaudir ici pour vous remercier. Merci beaucoup, on va vous libérer parce que je sais qu'il est maintenant 4h30, c'est ça? 4h30 du matin. 4h30 du matin, donc on vous souhaite une bonne nuit, un bon repos, puis prenez soin de votre santé, faites attention à vous. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et puis ce que vous nous avez dit, je trouve est très parlant pour nous ici en France, parce qu'on nous fait croire que le nucléaire c'est sans risque et que les risques sont maîtrisés, mais on voit bien que les conséquences d'un accident de ce type sont irréparables et sont absolument dramatiques pour les populations. Merci pour ce témoignage, cher Yannick. Bien sûr. Comme vous venez de le dire, une crise nucléaire, un atome nucléaire n'est pas gérable comme faire croire. Ça tient pas debout. Là, on en a pour 50 ans, peut-être même plus, à essayer d'étouffer le flux nucléaire des réacteurs de Fukushima. Et d'autres choses, c'est pas parce que le nucléaire s'arrête qu'on retourne à la bougie. D'accord? Moi, j'ai pas de bougie chez moi. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre très beau témoignage et puis à bientôt donc, pour votre exposition en photo dans le 2e arrondissement, ici même, dans cette mairie. Voilà. Vous viendrez nous voir ou pas? Oui, vous ferez le déplacement? Oui, elle sera là. Vous serez là? J'arrive le 17 en France, je serai en France pour 3 semaines. D'accord, très bien, on vous accueillera avec plaisir. Rose Biche, Jannick, à bientôt. Sur Fukushima et puis faire mon expo chez vous donc. Très bien, bienvenue. À bientôt. Au revoir.